Bonjour, c'est Mohamed Moustapha Fall, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est membre de l'IA aussi de Saint-Louis de M. Babacar Fall. Bon, bonjour chers tous. Je vais essayer de vous faire une présentation du sujet sur lequel je travaille, portant sur l'apport du système d'information géographique participatif dans la gestion foncière. Et on va tout simplement s'intéresser au cas de Mbad. Bon, parallèlement à cet atelier, donc, on va essayer de mettre en corrélation les chiffres par rapport tout simplement à la gestion foncière et essayer de voir ces chiffres vont nous permettre de prendre des décisions, donc permettre justement de prendre aussi quelle attitude par rapport tout simplement à la gestion du foncier. Voilà donc ce quoi on va essayer tout simplement de nous entraîner pendant tout simplement une bonne 20 minutes au plus. Alors, oui, c'est bon. Non, il faut mettre la personne devant nous là. Ok, d'accord. Alors, voilà donc le plan qu'on va adopter par rapport tout simplement à notre travail. D'abord, une introduction générale dans laquelle nous allons faire la présentation de la zone d'étude. Ensuite, le contexte et les justifications du sujet, la problématique et la méthodologie que nous avons adoptée pour faire face tout simplement à ce système d'information géographique participatif. Dans la première partie, nous allons présenter Mbad avec ses caractéristiques, bien, potentialités que le milieu dispose, un milieu riche en potentialités. D'abord, on va s'intéresser aux caractéristiques physiques. Ensuite, les différentes activités socio-professionnelles qui sont menées dans cette localité. Dans la deuxième partie, on va aborder le pôle SIC avec les SICP pour une bonne gestion des ressources foncières. D'abord, c'est quoi un SICP? Ensuite, la cartographie participative en outil de mobilisation collective et de compte pouvoir. Et enfin, on va faire un zoom sur les villages de Mbane et de Djaglé. Nous avons réalisé d'abord des cartes pour ces villages-là et que nous avons apprécié globalement et enfin tiré une conclusion. Alors, dans l'introduction générale, quelqu'un l'a dit tout de suite, nous sommes peut-être des apprentis géographes. Je que la géographie est une discipline carrefour qui nous permet tout simplement de mettre en relation aussi bien l'histoire, aussi bien que la sociologie. Et par conséquent, c'est une discipline qui est à la croisée de toutes les autres. Mais aujourd'hui, on remarque que nous sommes dans de nouvelles dynamiques qui amènent de nouvelles problématiques. Et par conséquent, il nous faut aussi déterminer de nouvelles méthodes, bien des techniques. Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication aussi, il nous faut élargir les domaines, bien les champs de réflexion pour apporter aussi des solutions auxquelles on est confronté. Et parmi ces solutions, nous avons pensé que les cartes participatives sont des représentations visuelles fiables de la perception qu'a une communauté de l'endroit où elle vit et de ses principales caractéristiques physiques, naturelles et socio-culturelles. Alors, les cartes ne sont pas seulement des morceaux de papier, elles racontent des histoires, des conversations, et sont indissociables des contextes politiques et culturels dans lesquels elles sont utilisées. Et par conséquent, nous pensons que les cartes participatives, c'est donner la voix aux populations locales qui elles-mêmes vont essayer de voir comment contribuer à la création, bien sûr, la mise en place de ces cartes participatives. Donc, le but de notre travail, c'est d'appliquer le SICP à la réalisation de cartes locales dans la communauté de base. Alors, nous avons donc la présentation de la zone d'étude. Nous avons donc le Sénégal. À Anvers, nous avons la région de Saint-Louis qui est située à l'extrême nord du Sénégal. Au niveau du médaillon, vous avez tout simplement le Sénégal avec tout simplement Anvers, la région de Saint-Louis. Et là, on a essayé de mettre en exergue Mbane même au niveau de la région de Saint-Louis.
Et en bleu, nous avons le lac de Guerre, qui est pratiquement le lac le plus important au Sénégal, un lac d'eau douce qui couvre une superficie de 200 mètres carrés avec une profondeur de 2 à 2,5 mètres de profondeur. Et donc, cette lac alimente ces régions par rapport tout simplement à culture irriguée, mais aussi tout simplement à l'alimentation en eau potable. Donc, Mbane se trouve dans la latitude entre 16 et 17 degrés nord et longitude entre 15 et 16 degrés ouest. C'est dans la région de Saint-Louis, dans le département de Dagana, avec une superficie de 19 906 km² et une population de 42 466 habitants. Voilà donc le cadre qui nous intéresse et nous allons tout simplement essayer de voir quels sont tout simplement ces caribans carcistes. Qu'est-ce que ça va? Oui. Voilà. Ça commence à devenir une. Ah, OK. moi, je suis là, oui. Pour les participants. Ah. Apparemment, ça C'est bon. Voilà. Alors. Les collègues nous suivent. Toujours, nous sommes dans l'introduction générale. Nous avons essayé de voir le contexte et la justification du sujet. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a un problème qui se pose particulièrement dans nos pays, c'est le problème de la sécurité alimentaire, d'autres me diront tout simplement de souveraineté alimentaire. Alors, l'accès permanent de tous à une alimentation qualitativement et quantitativement suffisante. Alors, selon la FAO, 4 milliards 265 millions d'individus souffrent de faim et se trouvent en Afrique subsaharienne. Et donc, il se pose un problème de sécurité alimentaire. Bien entendu, maintenant, on est confronté à des problèmes de crise alimentaire au niveau mondial. Partout, les mêmes problèmes se posent. Et ce qui a poussé à beaucoup d'investisseurs nationaux et internationaux à venir en Afrique particulièrement, à chercher de vastes superficies dans les pays en développement, particulièrement au Sénégal et au niveau de la communauté urbaine. Alors, au Sénégal, la région de Saint-Louis présente de potentiels agrophysiques importants. Mais Mbane a suivi ce qu'on appelle le scandale de Mbane. Pourquoi on a parlé de scandale de Mbane? Mbane couvre une superficie de 190 000 hectares et 250 000 hectares ont été attribués à des investisseurs étrangers, comme des investisseurs nationaux, à des hauts gradés de l'armée et à des hommes politiques. Donc, on a attribué plus de terres que Mbane en dispose. Ça a soulevé beaucoup de couacs, à tel enseigne qu'on a qualifié ça de scandale. Et nous avons jugé nécessaire qu'il fallait, nous aussi, apporter tout simplement notre contribution à la sécurisation foncière, en se mettant tout simplement aux côtés des populations. Parce que quand on attribue ces terres, on ne demande pas l'avis généralement de ces populations. Les décisions viennent généralement d'en haut. Or, nous pensons que les populations qui y vivent sont tout simplement les principales concernées par rapport à ça. Et pour nous, il fallait travailler avec eux pour les amener tout simplement à sécuriser un tout petit peu le foncier dont elles disposent. Donc, l'objectif de notre travail, c'est quoi? L'utilisation des CICP pour une sécurisation des droits fonciers. Alors, nous sommes définis quelques problématiques qui sont là. Et le premier défi, c'est de mettre en place des stratégies de lutte pour la gestion du foncier. Il en existe, c'est vrai, mais pas au niveau tout simplement des zones rurales. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec le développement des techniques de l'information et de la communication, et au-delà même les SICP, systèmes d'information géographique mais participatifs, vont nous permettre tout simplement de répondre à ces problématiques. Donc, par conséquent, il nous faut définir des stratégies du fait que les plus pauvres et les marginalisés sont confrontés à un déficit d'information sur l'impact des défis globaux tels que les changements climatiques, la gouvernance des ressources naturelles ou bien des ressources foncières. C'est les populations qui n'ont pas généralement accès à l'information.
Deuxième stratégie, il faut se dire que les populations pauvres, marginalisées, vulnérables, avec très peu de ressources pour s'adapter et s'ajuster aux conséquences de ces défis. Et troisièmement, la voix de ceux qui sont plus touchés par ces défis n'est pas suffisamment prise en compte dans les débats politiques pour la recherche de solutions et la prise de décisions. Donc, pour nous, il fallait nécessairement les impliquer afin que ces populations puissent sécuriser elles-mêmes ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire le foncier. Alors, problématique pratique. Les populations de Man sont soumises aux pressions extérieures occasionnées par l'accaparement des terres. La cartographie participative leur permet d'améliorer leur connaissance et leur compréhension des enjeux qui pèsent sur leur terroir. Ils n'ont pas suffisamment d'informations. Ils sont confrontés à un déficit d'informations par rapport aux enjeux mondiaux. De disposer de ce support pour revendiquer leurs droits fonciers. Généralement, dans ces zones, ils vous disent que de là à là, de cet arbre-là à cet arbre-là, c'est pour moi. Alors, maintenant, nous pensons que établir des cartes avec des bases de données peut leur permettre tout simplement d'avoir des arguments pour pouvoir maintenant revendiquer quelque chose qui leur appartient. Pour la problématique scientifique, on va intégrer des connaissances locales et des recherches technologiques de l'information géographique dans une approche participative, ce qui permet de définir les éléments pertinents à cartographier et dans quelle mesure elle favorise l'adoption et l'usage de cartes produites. Parce que les cartes qu'on va fabriquer, en fait, c'est des cartes qui sont tout simplement utilisées par les populations elles-mêmes. Donc, c'est à eux d'identifier quels sont les éléments importants à cartographier, quelles sont les unités spatiales à cartographier, et par conséquent, tout part du citoyen X lambda et va revenir à ce citoyen. Pour les questions de recherche générale, comment, en quoi les SICPED peuvent-ils contribuer à la protection et à la gestion des ressources foncières au sein d'une communauté? Et pour la question spécifique, comment la cartographie participative favorise-t-elle le recueil et l'intégration des connaissances, expertises et savoirs locaux à travers l'utilisation de l'information géographique? L'objectif, ce travail contribue à la mise en place d'un outil d'aide à la gestion durable du foncier en réalisant des cartes locales. Oui, il nous faudra tout simplement parler avec les chefs de village, parler avec les communautés villageoises, leur permettre, ou bien les doter tout simplement d'un outil qui sera tout simplement une carte qui leur permettra ultérieurement de prendre des décisions par rapport tout simplement à la gestion du foncier. Alors, une fois qu'on réalise ces cartes maintenant, il faudra partager avec la population et valider ensemble une méthodologisation de la connaissance de terroir. Ces populations ont une appréhension de leur terroir. Et c'est à eux de compléter les lacunes de la carte. C'est à eux tout simplement de nous donner un ensemble d'informations. Et ensemble, on va essayer de valider le travail. Et enfin, permettre aux décideurs de disposer d'outils de gestion du territoire et d'aide à la décision. Alors, il y en a beaucoup qui ont reçu des terres et qui ne savent même pas où se trouvent des hommes politiques comme des grades de l'armée. Un beau matin, ils sont dans leur bureau, on leur a octroyé des terres, des parcelles. Alors, ils n'ont pas été demandeurs, certes, mais ça va nous permettre tout simplement à ceux qui attribuent ces terres-là de pouvoir disposer d'un outil géographique qui va leur permettre tout simplement de savoir que telle zone est déjà attribuée à telle ou telle autre. Et voilà donc ce qu'on va essayer tout simplement. Alors, pour les hypothèses, nous nous sommes posés des questions et que nous formulons sous forme d'hypothèses de travail. Premièrement, la gestion actuelle des ressources foncières à Man est source de dysfonctionnement. D'abord, on l'a dit, plusieurs terres, superficies ont été octroyées, ce qui dépasse même tout simplement la superficie de Man. Deuxièmement, on a attribué des terres à plusieurs. Alors, la cartographie participative permet de reconnaître les espaces communautaires par l'identification des terres et la délimitation des domaines ancestraux. Et enfin, les SICPED
vont nous permettre de concilier les avantages d'utilisation des technologies en rapport avec les besoins du développement local pour une implication plus accrue des communautés au destin de leur territoire afin d'améliorer le processus de prise de décision. Alors, on pense que ces populations doivent vraiment être impliquées dans la gestion du foncier. Alors, la méthodologie, en partant d'abord, c'est la recherche documentaire à travers tout simplement les bibliothèques, les universités, les institutions sur le net, où on a fait une collecte, analyse des critiques de la littérature en vue de faire un état des lieux de notre problématique. Pour le matériel, on a besoin du GPS, des questionnaires refuges qu'on va remettre aux populations, aux chefs de village ou bien aux populations locales, et enfin des logiciels SIC comme ArcView ou bien tout simplement ArcGIS. Alors, la méthode, on va passer par d'abord la phase de levée de données. Cette phase de levée de données va se faire avec les populations. On va aller sur le terrain. Et avec l'outil des GPS, on va prendre les niveaux topographiques. Arrivé chez nous, on va utiliser le logiciel ArcGIS où on va faire la conception du travail cartographique. On va faire la numérisation. Tout ça, c'est un travail technique qu'on fait avec le logiciel. Ensuite, procéder à la vérification, une mise en forme d'abord, et après, maintenant, on va retourner au village. Et on va organiser une rencontre de partage avec les populations. Et ensemble, on va essayer de valider s'ils sont d'accord sur ça, s'ils peuvent identifier d'abord leur parcelle, s'ils peuvent amener un complément d'information, et ensemble, on va valider le travail. Voilà donc la méthode que nous allons tout simplement adopter par rapport à la réalisation de ces cartes participatives. Alors, Mbane se trouve au nord du Sénégal, un milieu riche en potentialité avec des caractéristiques impressionnantes. D'abord, du point de vue de relief, nous avons une topographie plate, c'est des régions qui sont situées près de l'eau. Alors, nous avons, toujours du point de vue relief, la zone appelée la zone du Waalo. Cette zone couvre une superficie de 276,7 km², ce qui correspond à 14,5% du territoire. Ensuite, nous avons le Djeri, qui sont les terres éloignées de l'eau, avec une superficie de 1629 km², 85,5%. Donc, quand on dit Waalo, c'est les terres qui sont très proches du fleuve, et le Djeri, c'est les terres qui sont très éloignées. Alors, du point de vue climatique, ces régions se trouvent entre entre 100 et 500 mm. Nous avons ici l'alternance de 2 saisons, une saison sèche qui dure 9 mois et une saison de pluie qui dure 3 mois, avec des précipitations de 226 mm par an et des températures qui gravitent autour de 26 degrés. Alors, nous avons aussi des types de sols qu'on appelle les sols Dior, qui sont des sols sablonneux, sur une superficie de 762 km², 40% de la zone. Les sols qu'on appelle les sols sablo-argileux qui sont hydromorphes, ce sont des sols qui ont une capacité de tension de l'eau parce que justement l'infiltration verticale est moins importante et ils font que 10% de la zone. Nous avons des sols d'écudure argilo-sablonneux qui font 40% du territoire et couvrent une superficie de 860 km² et des sols rocheux. Donc, voilà les caractéristiques physiques que présente tout simplement cette zone de Mbane. Alors, les populations s'adonnent à l'agriculture, mais aussi ici, il faut noter que l'agriculture, c'est vrai, c'est l'agriculture pluviale, l'agriculture décrue, mais aussi l'agriculture irriguée, parce que nous avons une compagnie très puissante qu'on appelle la compagnie sucrière sénégalaise qui s'est installée dans cette zone et qui s'occupe tout simplement de la culture de la canne à sucre, avec d'autres variétés aussi, mais que cette grande industrie aussi fait de la culture qu'on appelle la culture irriguée. Les populations s'adonnent aussi à l'élevage, à la pêche, à l'arboriculture forestière et fruitière. Alors, pour la deuxième partie, nous allons nous intéresser au SICPE pour une bonne gestion du foncier. Alors, qu'est-ce qu'un SICPE? C'est un système d'information géographique. Le système d'information géographique, c'est au niveau d'une branche de la géomatique.
Alors, mais l'aspect participatif, c'est quoi? Tout part du citoyen et revient au citoyen. Cette population elle-même, de se définir quels sont les centres d'intérêt. Cette population elle-même de se définir quelles sont les unités spatiales à cartographier et donner une représentation que cette population elle-même de leur terroir. Alors, les sites cartographiques et les sites participatifs vont permettre le contrôle et la protection du territoire traditionnel. Ensuite, promouvoir la cohésion des communautés qui sont confrontés à des difficultés et ensemble, ils vont commencer tout simplement à disposer d'un outil qui vont leur permettre de revendiquer les droits sur leur terre. Et ensemble, ils vont définir, élaborer des plans de gestion de ressources. Et ça va permettre éventuellement aussi de résoudre les conflits sur le territoire. Alors, sur cet aspect aussi, il faudra reconnaître que nous sommes dans une zone partagée entre éleveurs et agriculteurs aussi. Et généralement, il se pose des conflits. Et dans la réalisation de notre carte participative, avec tout simplement les éleveurs, nous allons définir les sentiers que vont emprunter les pasteurs, parce qu'ils vont faire la transhumance vers Linguère et autres. Ils vont emprunter les sentiers. Alors, ultérieurement, ces zones qui sont destinées tout simplement de chantier ou bien tout simplement de chemin pour le bétail pourraient être tout simplement attribuées à d'autres. Et par conséquent, ce sera tout simplement le début encore de problèmes entre éleveurs et pasteurs, ou bien tout simplement entre éleveurs et tout simplement les décideurs, ou bien les autorités locales. La cartographie participative permettra de mettre en place un langage parlé dans une carte. Et par conséquent, donner corps aux voix de ceux qui sont en bas de l'échelle sociale sur un support tangible et visible, facilitant le dialogue et les négociations. Et par conséquent, il faut d'abord une connaissance et une perception du milieu. Et cette connaissance et cette perception du milieu, on ne peut l'avoir qu'à travers les populations. Ils connaissent bien leur milieu. Et de l'interaction des différents éléments qui entrent en jeu dans la gestion du pouvoir, dans la gestion du terroir. Alors, les cartographies participatives ont un outil de mobilisation collective et de contre-pouvoir. Avec la réalisation de ces cartes, on pourra disposer d'un élément ou bien d'un instrument par lequel certaines mobilisations collectives seraient susceptibles d'être entendues et légitimées. Il leur faut un support matériel pour pouvoir revendiquer quelque chose d'abord. C'est vrai, la terre les appartient, mais à chaque fois qu'ils font une revendication, ils ne peuvent pas tout simplement présenter des supports tangibles. Certains même sont confrontés tout simplement à des problèmes tout simplement de papier, de délibération et autres. Alors, une fois que ces cartes seront réalisées, elles permettront à rendre audibles et lisibles les revendications des habitants car étant impliqués eux-mêmes dans le processus de construction de ces cartes. Parce qu'au niveau de chaque zone, chaque village, il y a un comité de sages qui a été mis en place. C'est avec ces populations, avec ces vieux-là, qu'on va essayer de, tout simplement d'établir ces cartes. Et par conséquent, ils vont disposer d'un outil indispensable pour donner, tout simplement, pour se donner des moyens de se représenter concrètement les projets en cours sur leur espace. Alors, première carte que nous avons réalisée, c'est une carte d'infrastructure sanitaire et éducative dans la communauté rurale de Pâques. Alors, il nous faut vraiment maintenant parcourir cette zone avec le GPS, tracer la carte. Nous avons le lac de Guerre qui se voit nettement, qui permet tout simplement l'irrigation des terres, qui permet tout simplement l'alimentation en eau aussi de ces populations. Et nous avons essayé dans cette première carte d'essayer de localiser les différentes infrastructures sanitaires et éducatives qui se trouvent dans cette zone. Alors, nous avons pu identifier 6 postes de santé qui ont été sur cette carte-là, localisée sur la carte, 9 cas de santé, mais inégalement répartis dans l'espace. Mban compte 12 zones
Et sur les 12 zones, seules 4 disposent d'infrastructures sanitaires, ce qui montre un déficit assez important. Alors, nous avons aussi un déséquilibre entre ces zones, parce que rien qu'au niveau de la zone de Diaglé, nous avons 2 cas de santé, un poste de santé pour 5 villages. Alors que Mbane, globalement, compte 71 villages. Alors, un déficit qui est là, mais aussi un déséquilibre qui est noté. Alors, si on considère un rayon de 5 km autour des postes de santé, seuls 18 villages sont couverts sur les 65, soit un taux de 28%. Donc, voilà donc. Et ça, on va établir un rayon qui permet tout simplement de voir comment justement, les populations ont accès tout simplement aux infrastructures sanitaires. Et le taux de couverture, nous pensons que c'est un taux de couverture qui est très faible. Alors, dans le domaine de l'éducation, nous avons 52 écoles élémentaires pour 61 villages sur les 100. Alors là, il faudra comprendre qu'il y a des villages qu'on appelle des villages fantômes aussi. Parce qu'à un certain moment donné, vous allez dans ces villages-là, vous allez trouver des populations sur place, mais à un certain moment donné, surtout pendant la saison sèche, ils vont transhumer. Alors, donc vous y allez, vous allez trouver personne. Alors, sur un rayon de 2 km autour de chaque école, le taux d'accès géographique est de 79%. Alors, 50 daras et 6 écoles coraniques aussi ont été recensées. Alors là, nous avons essayé d'établir cette carte donc, pour essayer de voir aussi les villages qui sont là, les écoles et les daras et autres. Alors là, nous avons un plan de l'occupation du sol entre tout simplement les différentes activités agricoles et l'élevage. Ce sont les principales activités qui sont menées dans cette zone. Alors, c'est vrai que c'est un peu la légende, on ne pourra pas tout simplement exploiter cette légende, mais bon. Concernant l'agriculture, nous avons remarqué que 2347,60 hectares de surface ont été aménagés. Et sur cette surface aménagée, 1812,32 hectares sont exploités. La principale activité, c'est l'agriculture dans cette zone, surtout maintenant au niveau des terres du Waalo, qui concerne 20% des ménages. Les principales productions portent sur l'arachide avec des rendements de 2 à 2,5 tonnes par hectare. Une culture de riz avec 5,5 tonnes à l'hectare. Avec le maraîchage, on peut avoir de 40 à 20 tonnes à l'hectare. Alors, nous avons aussi des cultures souples, surtout dans les zones du Djeri, qui sont les terres éloignées des cours d'eau. 80% des ménages s'adonnent à cette activité, mais c'est une activité, ou bien tout simplement des cultures qui sont destinées à la consommation familiale. Les rendements sont assez intéressants aussi, avec 300 kg à l'hectare. Alors, on a fait maintenant un zoom sur certains villages. Le village de Mbane et le village de Diaglé. Alors, pour réaliser ces cartes, nous avons identifié d'abord les parcelles. À chaque parcelle, on a attribué un numéro qui correspond tout simplement au nom du propriétaire. Nous avons identifié d'abord les maisons. C'est à eux de définir les unités spatiales à cartographier en passant tout simplement des bornes, fontaines, églises, cimetières et autres. Mais chaque unité cartographiée, on a attribué un numéro, soit c'est des unités qui appartiennent tout simplement à des personnes, qui peuvent être des champs ou bien des maisons, ou bien tout simplement qui appartiennent à la collectivité. Mais pour chaque unité, un nom est encore attribué. Alors, on va essayer de s'intéresser un tout petit peu sur ces deux villages. Nous avons d'abord fait des levées topographiques avec des responsables qui ont été choisis. Alors, dans le village de Mbane, 26 unités cartographiques et à Diaglé 180, en passant des habitats, bornes fontaines, les jardins, les écoles, les terrains de foot, cimetières et autres. Alors, on a attribué un numéro à chaque parcelle identifiée. On a fait un plan qui est accompagné du numéro de parcelle et des noms des propriétaires afin de faciliter la compréhension. Alors, une fois que maintenant ce travail a été fait, on va demander aux populations de venir observer le plan et le tableau, localiser eux-mêmes leurs parcelles et valider en apportant les correctifs.
Alors, là, il s'agira tout simplement d'exposer le plan aux villageois pour d'abord voir est-ce qu'ils seront capables d'identifier sur la carte même leur parcelle. On ne leur dit absolument rien. C'est un tout simplement de faire une représentation de la carte. Et une fois que vous avez identifié votre parcelle, on va vous demander de cliquer sur l'ordinateur. Et vous cliquez normalement, si le travail a été bien fait, le numéro de la parcelle doit correspondre avec votre nom. Et là, maintenant, s'il y a des litiges, ensemble, on va essayer de voir comment corriger ça. Et voilà, donc, chaque personne peut, à travers cette carte, identifier sa propre parcelle, identifier ses voisins, et en même temps, maintenant, faire ce qu'on appelle une sécurisation foncière. Alors, on va convier donc les populations à une rencontre d'échange et de partage pour soumettre le travail, l'avis et les suggestions, recueillir les avis et les suggestions, identifier les parcelles non renseignées, préciser le sexe du propriétaire et l'utilité de la parcelle. Et l'aspect participatif est capital dans la réalisation de ce travail. Donc, nous, on est là tout simplement pour les pousser à amener un maximum d'informations, mais tout part du citoyen et revient au citoyen. Alors, c'est la même carte. Là, c'est Mban, hein? C'est Mban, avec les unités spatiales à cartographier, où vous avez à rouge, tout simplement, je ne sais pas, orange, tout comme, les unités partagées par la population. Nous avons les CM, les cimetières, l'église et autres. En vert, nous avons les projets qui vont servir de maraîchage. Et ces projets s'installent tout simplement le long du cours d'eau, le long tout simplement de lac de Guerre. Ensuite, nous avons en bleu les parcelles qui appartiennent aux hommes et en vert foncé qui appartiennent aux femmes. Et ça pose un problème de l'accès des femmes à la terre. Nous avons pu noter que donc, là, même après l'héritage, les femmes n'ont pas droit à la terre. Et nous avons vraiment un déficit assez important par rapport tout simplement à cette situation. Un déséquilibre notoire. Alors, donc, sur Mban, 226 unités ont été cartographiées, soit 11,94% qui sont situés près du lac. On en a parlé tout simplement tantôt avec les jardins, 27 jardins. Ces jardins sont exploités par des groupes de femmes, mais la terre ne les appartient pas. Elles s'occupent juste de l'exploitation. Alors, il faudra comprendre aussi, c'est des parcelles qui sont situées près du fleuve, près du lac, mais aussi près du village. Alors, nous avons des infrastructures publiques qui représentent 10,2% des unités spatiales. Quand on parle de infrastructures publiques, c'est les écoles, les bornes fontaines, les terrains de foot, églises, mosquées et autres. Alors, au total, 159 habitats ont été cartographiés, soit 42% qui correspondent à 70,35% qui appartiennent tout simplement aux hommes et 7,52% aux femmes. Et 23 infrastructures publiques avec des cas de santé, mosquées, cimetières et autres. Donc voilà tout simplement ce qu'on a par rapport tout simplement à Mban. Alors, nous sommes là maintenant au niveau tout simplement d'une répartition ou bien classification selon la taille et le sexe. La taille des parcelles et le sexe. Alors, là, nous sommes maintenant à Djaglé. Deuxième village qui est important du point de vue de l'influence du chef de village qui est dans cette zone. Alors, tantôt on n'a pas évoqué le cas de Djaglé qui dispose de 2 cas de santé, postes de santé, au moment où d'autres n'en ont pas. Là, nous avons à droite, à gauche du moins, d'abord, on commence à gauche par, tout simplement, une répartition des parcelles selon le sexe. En bleu, nous avons les parcelles qui appartiennent aux hommes et en vert, les parcelles pour les femmes. Les autres, maintenant, en rouge, c'est des infrastructures communautaires. Alors, la carte de droite, nous avons pu maintenant déterminer une classification selon la taille des parcelles. Hein?
Alors, nous avons établi tout simplement une légende avec tout simplement des superficies qui ont été octroyées aux différentes parcelles. Alors, donc, au niveau du village de Djaglé, nous avons pu recenser 180 habitats. 180 habitats. Ben, si c'est 180 habitats, nous avons, je pense, une 8 ou 9 qui appartiennent aux femmes, ce qui montre un déséquilibre total. Alors, cette situation donc dénote l'accès difficile des femmes à la terre. Il ressort dans les discussions que les femmes, qu'elles n'héritent même pas de la terre, tout est accaparé par les hommes. Alors, donc, l'objectif de notre travail, c'était quoi? Tout simplement d'aboutir à éradiquer tout simplement les conflits fonciers en mettant en place tout simplement un système d'information géographique que nous pensons que demeurera un outil pertinent qui va permettre de renforcer les capacités techniques et décisionnelles dans le management du territoire, de maîtriser aussi l'information et d'améliorer l'efficacité et la responsabilité des institutions publiques locales, le gouvernement local et mieux satisfaire les besoins des populations. Voilà donc l'essentiel de notre travail. Voilà. Moi, j'y étais très sensible pour deux raisons. Alors d'abord, vous avez beaucoup dit les uns et les autres, le droit foncier en Afrique, en Europe. Je voudrais rappeler quelque chose. Il y a le droit et puis il y a la pratique du droit et les pratiques du droit. Et en France, ou en Europe et dans tous les pays, je pense, quels qu'ils soient, quand on doit délimiter une parcelle, on fait toujours la même chose. On convoque celui qui veut délimiter sa parcelle, convoque tous les voisins et on discute de où passe la limite. Et moi, ce que j'ai entendu dans votre projet, c'est que vous faisiez ça, et que vous faisiez ça pour construire en fait la parole de ceux qui sont les plus exclus. Et je trouve que ça, c'est un problème quand même qui est en écho avec un certain nombre de questions sur lesquelles on travaille. Comment on retrouve ces paroles? Alors vous êtes dans le présent, donc vous pouvez la construire, et c'est quelque chose qui est toujours extrêmement controversé aussi, parce que très souvent, pour construire la parole des plus exclus, on a besoin de les mettre entre eux et de les isoler, effectivement. Alors c'est artificiel, mais si on ne le fait pas, on sait bien que cette parole-là, elle risque de ne pas exister du tout. Donc, moi j'ai été très convaincue par ce que vous nous avez présenté pour cette question-là, et je trouve que c'est tout à fait, ça fait écho effectivement à des choses qui sont dans nos recherches par ailleurs. Donc, merci pour